Et c'est tout de suite élémentaire, on parle environnement. Élémentaire avec vous, Audrey Racine, bonjour. Bonjour Raphaël. Vous revenez aujourd'hui sur le calvaire sans fin des habitants d'Asie du Sud-Est, une région qui traverse une canicule intense et interminable. Oui, la Birmanie a enregistré un record inédit de température, 48 degrés 2, température relevée dans une localité du centre du pays, à Chaok. Ces températures, elles sont de 3 à 4 degrés supérieures aux moyennes de saison. Et la Birmanie n'est évidemment pas le seul pays concerné. C'est toute l'Asie du Sud-Est qui subit cette vague de chaleur exceptionnelle qui s'accompagne également d'une grave sécheresse. On en avait parlé la semaine dernière. C'est le résultat d'El Niño qui peut provoquer des pluies ailleurs, mais qui est réchauffant et asséchant sur cette partie du globe. El Niño est un phénomène atmosphérique tout à fait normal, mais ses effets sont aggravés par le réchauffement climatique. La semaine dernière aussi, l'Organisation météorologique mondiale avait rappelé que l'Asie était un continent particulièrement fragile face aux catastrophes naturelles liées au réchauffement climatique. C'est lié à différents facteurs, notamment au courant atmosphérique. Eh bien, on en voit là un parfait exemple. 7 personnes au moins sont mortes au Bangladesh, directement des conséquences des fortes chaleurs. Dans ce pays, ainsi qu'aux Philippines, les écoles ont dû être fermées. Partout, les gens sont invités à rester chez eux, à l'ombre, à limiter leurs déplacements. Cette vague de chaleur, elle devrait durer encore 2 semaines avant un rafraîchissement des températures attendues en raison du début de la période de mousson. Et elle aura donc duré 1 mois et demi. 1 mois et demi de canicule, c'est très long et c'est malheureusement un scénario qui était prévu par le GIEC. Des vagues de chaleur plus longues, plus intenses et plus fréquentes en raison du réchauffement climatique. Et alors qu'on voit les effets du réchauffement climatique sur cette partie du globe, en Europe, à Turin, s'est ouvert ce lundi la réunion des ministres de l'énergie du G7, une réunion consacrée en grande partie au climat. Oui, le G7, c'est d'abord un groupe de discussion économique. Mais on ne peut plus parler de développement économique sans parler de ses conséquences sur l'environnement. Les pays du G7 sont responsables pour près d'un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre, 21% exactement. Le chef de l'ONU Climat, Simon Steele, est d'ailleurs présent sur place. Il a appelé les 7 puissances à montrer la voie en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour, je cite, éviter une catastrophe économique mondiale, une catastrophe tout court aussi. L'accès à une énergie propre, alors qu'on en consomme de plus en plus, est un point essentiel dans la lutte contre le dérèglement climatique. Là, les ministres de l'énergie de ces 7 puissances vont surtout évoquer la sortie du charbon. Elle serait envisagée pour 2035, mais il y a encore des blocages. Tourner la page des énergies fossiles, c'est un mouvement qui a été seulement amorcé lors de la COP 28 récemment. Vous allez voir les images des manifestations qui ont accompagné cette réunion du G7. Votre transition, c'est de la dévastation. C'est ce qu'on pouvait lire sur la pancarte en tête de la manifestation. Des centaines de personnes se sont rassemblées dans cette réunion contre cette réunion sur le climat. Tout le monde n'est pas d'accord sur les sujets qui sont à aborder à Turin, même parmi les pays participants. Parmi les sujets controversés, évidemment, le nucléaire. La France pèse de tout son poids pour développer cette énergie, certes propre en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais qui pose d'autres problèmes. L'Italie, elle est très opposée au nucléaire. Elle a voté pour sa sortie. Et de son côté, elle soutient les biocarburants, qui, selon elle, pourraient réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre. Il va être aussi question de financement de l'accès aux énergies renouvelables des pays les plus pauvres. À la COP28, le monde s'était mis d'accord pour tripler les capacités des énergies renouvelables, mais encore faut-il financer cette transition. Je rappelle que pour rester à la limite d'1,5 degré de réchauffement climatique, il faut réduire de près de moitié les émissions mondiales d'ici 2035. Et à Turin, pour ce G7, il est aussi question de plastique, alors que s'achève le 4e round de négociations sur un traité international contre la pollution au plastique à Ottawa. Oui, c'est la dernière journée à Ottawa et c'est l'avant-dernier rendez-vous pour parvenir à rédiger ce traité contre la pollution au plastique. Le dernier rendez-vous, ce sera fin novembre en Corée du Sud. Il y a donc urgence et tous les moyens sont bons pour lever les blocages. Au G7, le Canada, qui accueille donc cette réunion d'Ottawa sur le plastique, mais aussi la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, font en ce moment même pression sur les États-Unis et sur le Japon, ces derniers pays plus réticents à réduire la production de plastique. Je vous l'ai dit la semaine dernière, mais la production de plastique à elle seule
produit suffisamment d'émissions de gaz à effet de serre pour nous faire rater l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Donc ce G7, où il est question de climat, devrait émettre demain un objectif final dans lequel les pays fixeraient un objectif de limitation de pollution au plastique. On va surveiller ça. On s'en reparle demain. Et puis même s'il y a des blocages dans ces négociations à Ottawa sur ce traité de la pollution au plastique, qui émanent notamment des pays producteurs de pétrole, donc de plastique, elles avancent, ces négociations, tant bien que mal. Pour l'instant, il n'est pas question de repousser la date de 2025 pour l'adoption du traité. 196 lobbyistes du plastique sont présents à Ottawa. Il n'y en a jamais eu autant, selon le Centre international pour le droit environnemental. J'ai demandé à ce centre ce qu'ils pensaient de cette présence massive et si c'était, selon eux, le signe que ce traité pourrait être efficace dans la lutte contre la pollution plastique. Écoutez. Avec les objectifs de protection du climat et de réduction du recours aux énergies fossiles, la production de plastique, c'est le plan B des industries fossiles. Et c'est pour ça qu'ils se battent autant pour continuer d'en produire. Nous constatons leur forte influence. Par exemple, nous avons analysé les participants à ces négociations et nous avons vu qu'il y a 3 fois plus de lobbyistes de la pétrochimie que de scientifiques indépendants qui font partie d'une coalition d'experts chargés de participer à l'élaboration de ce traité. Et en conséquence, nous voyons circuler beaucoup d'informations trompeuses et des tentatives de manipuler les faits pour faire échouer ces négociations. Voilà ce que me disait Julia Carlini, qui est juriste au CIEL, le Centre international pour le droit environnemental.